Merci à tous nos téléspectateurs du côté du pays de la Teranga. Je vais parler de la République du Sénégal. Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV et bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Ce soir, le Grand Jury reçoit Monsieur, sinon son Excellence Ibrahim Soumaré. Il est diplomate de carrière, ancien conseiller diplomatique de 3 présidents de la République du Mali. Il est fraîchement auteur d'un livre intitulé, un livre dédié à son père, à la vie de son papa. Le livre est intitulé Général Abdoulaye Soumaré, pan de vie d'un homme d'honneur. Avec lui, nous allons parler du contenu de ce livre et bien entendu, si le temps nous le permet, nous allons aborder la situation diplomatique du Mali. Nous allons interroger le monsieur Soumaré sur cette situation, sur l'approche diplomatique du Mali. Monsieur Soumaré, merci de cette toute première comparution devant les grands jurys. Merci beaucoup de m'avoir invité et de m'avoir exposé devant ces juges imminents. Avec moi justement pour vous interroger, Abdraman Keïta, il est directeur des publications du journal Le Témoin. Bonsoir Abdraman. Eladjo Chana Takiou, il est directeur des publications du journal Le 22 septembre. Bonsoir Eladjo Chana, le nombre inutile de le rappeler. Bonsoir Barou, faut pas faire des jaloux quand même. Je vois qu'Abdraman fixe un regard très méchant. Ouais. Je vais l'amener avec moi, prochainement. Je suis Omar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 18.1 FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Les Grands Jurys. Soumaré, votre regard déjà sur la composition du jury? Alors, moi qui ai l'habitude de vous suivre, je ne rate jamais votre plateau, des invités imminents, politiques, la société civile, des hommes d'affaires, et on apprend beaucoup. Parce que le tout, c'est pas d'inviter, mais c'est d'avoir la capacité de faire parler celui qu'on a invité. Et là, c'est assez intéressant. Alors c'est pour ça, je sais que je vais subir un supplice, mais on est fait pour ça, on est venu pour ça. Le jury est bien composé. Ah oui, excellent, excellent. C'est le moins que l'on puisse dire. Abdraman, nous avons, pour la première fois, on ne dit pas pour la première fois, il y a l'ambassadeur Yessamake qui... Je suis vraiment impressionné par son introduction. Le fait de savoir déjà le devoir qui nous incombe de faire parler ceux-là que nous invitons, ça veut dire qu'il a conscience déjà de ce qu'on attend de lui. Ah, oui. J'ai parcouru son livre, j'ai vraiment découvert un livre très bien écrit, avec une grande facilité, une facilité déconcertante. On n'a pas besoin de plus que cela pour vraiment attirer... Ça commence bien. Une simplicité. Il est dit quelque part, si je me rappelle bien mes lectures, que la simplicité est le vernis des grands maîtres. Donc je pense que c'est vraiment très bien. Et puis voilà, toujours bien parti. À cela s'ajoute aussi vraiment son courage de se prêter à un thème qui est pratiquement un thème tabou aujourd'hui. C'est un grand courage. Si on doit rappeler que certains se sont hasardés par imprudence, ou bien, je ne sais pas, par excès de zèle de ceux-là qui l'ont incriminé, se trouver en prison pour avoir écrit ce barreau. Je pense que vraiment, c'est à son honneur d'avoir observé les équilibres qu'il faut pour s'éviter un tel sort. En tout cas, merci pour ces propos relents publicitaires pour le livre de notre invité. Chana, nous avons le diplomate Soumaré. Oui, le diplomate Soumaré, je l'ai connu depuis très longtemps. Et j'étais surpris même de le voir en tenue traditionnelle, parce que je l'ai connu toujours bien épinglé, bien mis, avec un accent européen qui
qui manipule la langue de Molière avec une certaine éloquence et aisance. Hein? Vraiment, je suis étonné de le voir vraiment en tenue traditionnelle. Parce que c'est, entre guillemets, un vrai toubab. Hein? C'est un vrai toubab. Hein? Un vrai toubab. Hein? Et bon, le livre, vraiment, c'est un livre historique. Nous sommes dans l'avant-propos. Avec, oui, c'est un livre vraiment que j'ai parcouru comme Abdraman, qui donne beaucoup d'informations. Est-ce que vous voyez, le capitaine Si, sur tout le monde. Il donne sa part de vérité. Oui. Il donne sa part de vérité et il participe à la vérité historique. Il participe aussi à une certaine information au niveau de l'armée, parce que il faut célébrer les héros. Le général Soumaré en fut un pour la République du Mali. Sénégalais d'origine, pour la conviction, il est devenu malien, il a suivi le président de la République. Vraiment, c'est des gens à saluer, parce que ce sont des gens de conviction rares sous nos tropiques aujourd'hui. D'accord. Soumaré, oui. Sénégalais d'origine, mais malien de racine. On va en parler. Abdraman, on va en parler. Chana, on va en parler. Abdraman, s'il vous plaît. Oui, on va en parler. Soumaré, c'est ce qui est bien clair. Hein. Vous comparaissez ce soir en tant que, s'il vous plaît, l'auteur de ce livre et non en tant que diplomate, parce que les diplomates, quand même, s'accommodent avec une certaine langue de bois que nous n'allons pas tolérer autour de ce plateau ce soir. Chana, vous avez une traditionnelle question adressée à tous les invités. Oui. Fils du général Soumaré, c'est vrai, c'est bon d'avoir un bon père et d'être le fils de son père. Mais est-ce que vous êtes véritablement, idéologiquement, le fils de votre père? Qu'êtes-vous? Quel est votre parcours scolaire et professionnel? Alors, ça c'est une très bonne question. Mon parcours scolaire, je l'ai malheureusement fait la plupart du temps au Sénégal et le bac en France. Malheureusement, j'ai juste fait les 4 premières années à Bamako, à l'école des pères, là, bon, c'est juste ça. Sinon, toute ma carrière scolaire et universitaire, je l'ai fait à Dakar et à Paris. Alors, pourquoi ça a été comme ça? C'est parce que le général est décédé le 2 octobre 1964 et automatiquement, on a été, par la maman, retourné à Dakar. Et c'est là maintenant que j'ai fait le lycée Charles de Gaulle, où j'ai été renvoyé pour des faits de grève, parce que je faisais beaucoup de mouvements de gauche. Et également arrivé à Paris, j'étais au foyer de Vitry. Ça ne m'a pas empêché de suivre mes cours à l'université de Paris 12. Et au foyer de Vitry, j'étais délégué des travailleurs immigrés là-bas. Hein, donc, je n'ai pas vécu à la cité universitaire. J'étais responsable du foyer de Vitry-sur-Seine. Donc, tous les soninké là de France me connaissent. Et j'ai fait mon immersion là, mon syndicalisme là, parce que j'ai un parcours assez politique. Je ne l'ai plus maintenant, parce que, bon, peut-être c'est l'âge, mais j'étais quelqu'un d'assez... Hein, ça me faisait un bon plaisir de venir réciter un passage du livre rouge. Le petit livre rouge de Mao Tse-tung, ça je pouvais vous le réciter, ou bien les livres de Dering, ou bien bon. Et à Dakar, ce qui m'a poussé à faire des études de relations internationales, c'est que vers la fin, j'ai compris que la problématique politique, parfois, a des relents de discussion de relations internationales. Et je l'ai compris surtout lorsqu'il fallait avoir un positionnement par rapport au panafricanisme, mais surtout quand il fallait avoir un positionnement par rapport aux problèmes que vivaient les travailleurs immigrés. Il faut aller voir l'ambassade, il faut aller voir le consulat, il faut aller voir la préfecture. Donc, je suis devenu plus négociateur que revendicateur. Donc, mon parcours, en réalité, c'est un mix de vie dynamique, plus d'études pour combler ce vide dynamique. Malheureusement, je n'ai pas été jusqu'au fond de l'objectif que je m'étais fixé, qui était
la politique au sens pur du terme. Et votre carrière professionnelle au Mali? Alors, lorsque je suis venu ici à Bamako, parce que vous savez, je suis venu ici dans les années 2008, c'est ATT qui me fait venir, c'est la période où ça commence... Vous étiez à Paris ou à Dakar? J'étais à Montréal, au Canada. Okay. Voilà, j'ai fait aussi le Canada. Et c'est du Canada que je suis venu ici, dans une période où ça commençait à... J'allais dire à Tanger. D'ailleurs, mon premier patron à Koulouba, ce fut Feu Boubé Maïga. Soumeilou Boubé Maïga. Ouais. Il a été chargé normalement par le président ATT de créer une cellule de réflexion pour pouvoir organiser ce qu'on appelle la conférence sahélo-sahélienne, que tous les chefs d'État ont presque boycotté. Hein? Et là, on se retrouve avec G5 Sahel. SEMSAD, hein? Voilà. Donc, non. Conférence sahélo-sahélienne, c'est quand le Mali était dans la crise. Voilà, et ATT voulait créer ça, faire une conférence à Bamako. Et moi, j'ai travaillé... C'est un peu le père du G5 Sahel. Exactement. Et j'ai travaillé dans cette cellule avant, alors lorsque le projet est tombé à l'eau, alors donc j'ai été viré dans la cellule diplomatique, puisque c'est mon profil, et depuis, bon, voilà, j'ai continué. Chana, nous sommes hors livre. Hein? Bon, hors livre encore. Oui. Si vous en avez. Moi, j'aimerais bien. Bon, c'est pas. Alors, lui, je pense que non. J'en ai pas. Il n'a pas parlé du parcours professionnel. Il dit depuis, il est. Mais après ça, vous êtes resté dans la cellule. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Bon, alors, dans la cellule, c'est une très, 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 très bonne question. Vous savez, ATT, paix à son âme, est un des chefs d'État de la sous-région qui a perçu le plus rapidement les enjeux de la crise que nous allons subir. Malheureusement, une puissance ne l'a pas suivi, l'a combattu. On disait qu'on était... Laquelle la France, okay. Hein, parce qu'il y avait peut-être une incompréhension. Ça, c'est la France de Nicolas Sarkozy. Hein. Ce n'est pas la France en tant que telle, puisque même l'ambassadeur qui était ici, Christian Rouillet, on a eu de très bons rapports, surtout sous John Kounda. Donc, il comprenait la problématique du Nord. Et malheureusement, ATT ne s'est pas fait comprendre, même par ses voisins immédiats. Je vous parlais de la Mauritanie, du Burkina et du Sénégal, qui était un peu... Alors, donc, ça a mis... Certainement à cause de sa proximité avec Kadhafi. Bon, en fait, sa proximité avec Kadhafi, on l'exagère beaucoup. ATT avait compris qu'il ne fallait absolument pas faire bouger la Libye. Il avait la certitude que... D'ailleurs, il a dit à Sarkozy ici, il lui avait expliqué que déstabiliser la Libye, c'est déstabiliser tous les États du Sahel. Malheureusement, il n'a pas été compris, il n'a pas été suivi. Il était visionnaire, ce soir. Il était plus que visionnaire. Et ensuite, il avait une résolution. Oui. C'est qu'il avait compris que les questions de développement, de participation au niveau de la base étaient l'essentiel et non des problèmes de répression militaire ou d'action. Alors ça aussi, c'est pour ça, dans son truc, c'était le développement, c'était également consolider les questions de diplomatie et faire en sorte que les gens puissent se réunir. ATT a passé depuis de 2011 jusqu'à la chute là, de 2012 complètement stupide, excusez-moi du terme, il a passé tout son temps à recevoir, à parlementer avec des gens du Nord. C'est ce qui lui a inspiré le PSPSDN. Voilà. Il a passé tout son temps, tout son mandat de 2008 jusqu'en 2012, c'était la résolution de la crise au Nord. Malheureusement, une certaine propagande en a fait quelqu'un de complice, chose complètement stupide pour quelqu'un qui connaît ATT. C'est un commando para. Tu sais, vous savez, les commandos para, leur premier objectif, c'est de frapper. Mais lui, il ne frappait pas, il préférait dialoguer. Donc vraiment, c'est une occasion pour dire à ceux qui sont actuellement dans les affaires de méditer la démarche de ATT, de ne pas se laisser aveugler par des vents en guerre, de comprendre que la résolution de toute crise commence par la négociation, que le rapport de force est important, mais le rapport de force est relatif, fluctuant parce que conjoncturel. Alors, donc, dans la négociation diplomatique, ce sont ces données-là que ATT
nous a inculqué. En tous les cas, moi, c'est ça que j'ai appris avec lui. Et je lui dois, non seulement il a fait quelque chose pour le général Soumaré, mais moi, à mon propre niveau, ce que j'ai appris, c'est la tempérance et la froideur dans l'analyse, le sentiment, l'émotion évacuée. Vraiment, je salue pour ça. Okay. Je ferai aussi une motion pour Boubé, parce que c'est mon premier patron à Koulouba. Hein. Je suis venu, malheureusement, ça n'a pas pu prendre effet. Alors, ces gens-là avaient quand même une vision, connaissaient les hommes, savaient la problématique. Alors, donc, je suggère véritablement qu'on ouvre cette page avec moins de passion, avec beaucoup plus de pondération et qu'on comprenne que, de leur doctrine. Et voilà, et que l'on comprenne que toute résolution de crise commence d'abord par un dialogue. Allez-y. Bon, non, Chana, s'il vous plaît, on va évoluer. Autrement, non, Chana, vous n'avez pas. Oui, on va vous retourner. Chana, on va. Oui, mais Chana, on va vous retourner la parole. Allez-y, Keita. Allez-y, Keita. Si vous voulez. Oui, on va vous retourner la parole. Allez-y, Keita. Allez-y. Chana, vous aurez la parole. Il dit deux mots, tu n'as pas compris. Il n'a pas terminé, lui, sa réponse. Il a collaboré avec trois chefs d'État. Sauf qu'il vous revient, vous, de les relancer souvent. Oui, sur la même question. Il a parlé d'ATT, de sa doctrine. Vous pouvez me dire de façon très concise. Voilà. Alors, John Kounda. Ce que vous retenez de la collaboration. John Kounda et Ibeka. Alors, John Kounda, d'abord, vous savez, lorsqu'il y a eu les événements que vous connaissez, ATT le vendredi avant de signer sa lettre de démission pour mettre tout le monde à l'aise, j'ai été le voir et il m'a tiré les oreilles parce que moi, je n'ai pas été à la convocation du capitaine Sanogo. En ce temps, il était capitaine, donc il avait convoqué tout le monde là pour venir. Bon, moi, je n'ai pas été. Alors, il avait appris ça. Il m'a dit, bon, Birahim, tu es là pour travailler à John Kounda. C'est comme ça que j'ai su que John Kounda allait faire la transition le lundi. Tu vas te mettre à la disposition. Alors, c'était en présence d'Amidou Bokou, qui est son chargé de mission, un jeune. Alors, il lui dit, tu te mets à la disposition de John Kounda. Si il te retient, tu travailles. S'il ne te retient pas, tu fais autre chose. Mais surtout, tu montes à Koulouba lundi, voilà. Donc, voilà quelqu'un qui, malgré le coup que ces gens-là ont fait à quelques mois des élections, considérait que la continuité de l'État, la stabilité de l'État transcendait sa personne. Bon, ça Alors maintenant, pour John Kounda, justement, j'ai eu le grand honneur de travailler avec ce personnage-là, sans bien le connaître en réalité. C'est dans la dynamique du travail que je l'ai connu. Et vous savez qu'il est à la base de beaucoup de choses. Ouagadougou, l'opération Serval, tout ça. L'organisation des élections. L'organisation des élections dans des conditions parfaites, tout ça, il est à la base. Bon, et son agression, qui était une catastrophe, c'est la chute de l'image de notre État. J'ai eu le malheur d'être avec lui. D'ailleurs, de toute façon, même avec ATT, hein, je suis descendu par la colline aussi. Donc, j'ai vécu toutes sortes de choses à Koulouba. Hein. J'ai vécu toutes les crises de Koulouba, la crise de ATT par la colline. Vous étiez avec John Kounda au moment où le tabassi? Oui. J'étais là parce qu'on devait recevoir l'Afrique du Sud. Bon, l'ambassadeur n'étant pas venu, après il y a eu tout ce monde-là qui est monté. Je vous assure, je pourrais vous en dire des murs et des couvertes. Alors ça, ce sera peut-être le titre de mon prochain livre. Hein, on a le temps. Ouais. Alors, mais je vous assure que c'était pas évident. Hein, et puis la période aussi d'ATT, à quelques 2 mois ou 3 mois des élections présidentielles, faire ce coup-là, c'était terrible. Et avec Ibeka, finalement. Et Ibeka, alors, Ibeka, c'est l'incompréhension. Je crois que Ibeka, vous allez vous dire que ce monsieur-là, il donne des satisfecits à tous ses patrons. Okay. Mais non, il faut bien comprendre. Vous voyez, Ibeka, au début, il vient au pouvoir en 2013. Vous voyez, il a un discours un peu anti, même les accords de Ouagadougou, poignant, tout ça. Bon, vers la fin, on aboutit jusqu'aux accords de 2015, hein, les accords d'Alger.
Donc, il y a eu une évolution, mais c'est un spécialiste d'histoire des relations diplomatiques. Bon, mais alors, j'ai eu le plaisir d'être son premier conseiller diplomatique. Le voyage en Algérie pour préparer un peu ça, j'étais là. Pour et j'ai trouvé en lui une personnalité d'abord très cultivée et qui avait le sens et l'amour de l'État. Vous savez, tous ces trois chefs d'État-là, dans des périodes X de l'histoire de notre pays, ont joué un rôle. Alors, c'est vrai qu'on se focalise sur les défauts de ces gens-là. Mais ce qui contribue à renforcer la culture politique, diplomatique d'un pays, ce sont les hauts faits de ces hommes. Et dans des situations de ce genre, le Mali peut faire l'économie de beaucoup de choses grâce au parcours d'ATT, de Djonkunda et de Ibeka. Avec des erreurs, certainement, mais avec surtout un positionnement digne de tout Malien. Ibeka disait que à un sommet, là, ici à Bamako, devant le représentant des Nations Unies, le français, là, il disait que quel que soit le chef de l'État malien qui serait à ma place, aurait une position pour défendre les intérêts du Mali. Ça va au-delà même de sa personne. Nous sommes comme ça, nous sommes des Soudanais, nous sommes des Maliens, fiers de ce que nous allez-y, Keïta. Avant d'aborder votre sujet, votre réponse m'a inspiré une question, parce que vous dites que c'est en 2008 que vous avez commencé ici. Comment est-ce que vous vous sentez? Vous vous sentez sénégalais ou malien aujourd'hui? Alors, je ne vais pas vous faire le coup du général Soumaré qui dit que je suis ni sénégalais ni soudanais, je suis soldat et africain. D'abord, le général Soumaré n'a pas eu la chance d'être sénégalais, puisque le 5 septembre 1960, l'Assemblée territoriale du Sénégal... Ça, on le sait, nous parlons de vous. Oui, alors c'est pour vous dire, parce que moi, je suis la pâle copie du général. Je veux juste voir la photo là. Je suis la pâle copie. En fait, j'ai une admiration pour ce bonhomme-là que je n'ai pas connu. Alors, moi-même, je suis fondamentalement... D'abord, je n'ai pas de papier sénégalais. Je n'ai pas de papier. Je suis né en France. J'ai ma carte d'identité malienne. Il faudrait que je renouvelle mes papiers. J'ai la possibilité d'avoir la nationalité française puisque je suis né au camp de Sousse, dans un camp militaire à Paris, lorsqu'il était lieutenant-colonel. Donc, j'ai aucune trace, je peux même... aucune trace de papier sénégalais. Pourquoi? Parce que mon père lui-même n'en avait pas. Mon père, le 5 septembre, comme je vous ai dit, il a été expulsé du Sénégal pour aller à Dakar. Et de Dakar, il est venu ici. Puisque le 4 avril 1792, c'est la création des 4 communes. Dakar, Saint-Louis, Rufisque, Gorée. Les citoyens. Tous ceux qui sont natifs, indigènes de ces 4 communes, devenaient automatiquement français. Est-ce qu'on peut ouvrir les livres? Voilà. Donc, on va ouvrir les livres. Voilà. Je n'ai pas pris votre livre. Ce que je n'ai pas vu là-dedans, c'est les motivations. Vos motivations pour écrire un livre. Voilà. Donc, je voulais vraiment aborder cette question en vous demandant, est-ce parce que votre héros, puisqu'en réalité c'est votre héros, votre père, votre héros dans ce que j'appelle vraiment une œuvre biographique. Est-ce que votre héros, vous pensez qu'il n'est pas suffisamment magnifié? Est-ce que c'est par devoir familial, de reconnaissance familiale? Est-ce que c'est par nécessité d'offrir aux générations un repère tel que vous le présentez, ou bien c'est parce que vous pensez qu'il y a des équivoques à lever sur sa vie? Alors, il y a des équivoques à lever sur sa vie, comme la notion de Sénégalais. Encore que je suis africain, mais ça c'est une équivoque extraordinaire, parce que pour qui connaît ceci, vous avez lu le livre, pour qui connaît l'histoire d'Abdoulaye Soumaré, c'est très difficile d'évoquer cette nationalité-là, de par son grand-père, par son père, etc. Donc il y a ça. Mais ce qui m'a le plus motivé, en fait, Soumaré, c'est une lampe torche pour moi. Au travers du général Soumaré, j'essaye de faire un petit voyage sur la coloniale, un petit voyage vers la Fédération du Mali, un petit voyage vers la création de cette armée malienne, et ensuite j'essaye, bon an, mal an, d'en tirer une leçon qui est quelle leçon ce monsieur-là a pu nous léguer.
Mais c'est ce qu'on appelle un fil conducteur. J'ai pris Soumaré et ça m'a permis de parler des tirailleurs des tirailleurs sénégalais. Ça m'a permis de parler de l'armée coloniale. Ça m'a permis de parler de comment nos officiers sortaient tous capitaines à l'indépendance. Ouais. Ça m'a permis également de faire la Fédération du Mali. Donc, quel était l'équivoque là? Vous le présentez comme un héros. Voilà. Il y a aussi des anti-héros. Parlons déjà de cet équivoque. Des anti-héros. Aussi des anti-héros. Ouais. Vous avez l'anti-héros. Si vous voulez, je vais vous dire son nom, tel que je lis. L'anti-héros, c'est un certain Madame Basti, qui est présenté dans votre livre comme étant l'assimilationniste. Ouais. Mais quand on observe la vie de votre famille, je ne vois pas quelque chose de différent des assimilés. Voilà. Parce que même vous, votre ton un peu français, et votre maman, à l'époque encore, jouait déjà le basket. Ouais, c'est vrai. Vous voyez, c'est un peu une vie de général Soumaré, je ne sais pas comment. Une vie de Touba, comme ça. Une vie quand même de Touba. Ouais. Mais ce que vous venez de dire, d'ailleurs, j'ai fait un chapitre là-dessus, sur la collaboration. Vous savez, la première attitude que ces premiers cadres dans l'entre-colonial avaient, c'était l'assimilation, qui va se virer après par un anticolonialisme. Et sans Madame, vous parlez du Fama de Sansandeng, Madame Bassi, qui est née à Saint-Louis. C'est le commissaire, qui est né à Saint-Louis, et dont le fils Abdelkader Madame Bassi est le premier officier supérieur de l'armée française, en 1938. On lui donne le galon l'année de sa mort, en quelques mois, pour vous montrer comment c'était compliqué. Et Madame Bassi, à l'image du capitaine Mamadou Racine-Si, 18 octobre 1883, c'est le premier officier de l'armée française, alors qu'en réalité, lorsqu'on est indigène, on ne pouvait pas être officier. Donc ça a été une exception. Et depuis, tous nos capitaines, Sékou Traoré en 55, voilà, sont devenus tous des capitaines. Sékou Traoré, Pinana en 53, Kélétégui le premier en 1950 avec le papa de Modibo Sidibé. Donc voilà, donc on a eu tout ça. Mais il a fallu qu'il y ait quand même des percusseurs, des gens comme Madame Bassi, des gens comme le papa du général, Aboubakar Soumaré. Il avait, je dis dedans, qu'il a un pied dans la collaboration. Et le père de Djonkunda C'est pas le même moment, c'est pas le même. Voilà, le papa de Djonkunda va venir à la période des Sékou Traoré. Il est capitaine en 1956, le papa de Djonkunda, Boubacar Traoré. Il est né d'ailleurs. J'ai le livre, j'ai pris car était comme temps de et n'était pas ambiguïté de ces devant vous et c'est une exprime et qui attention je crois que général comme je me c'est avant il dit l'IPC France Mali et je sais papa était au son embouche de son statiqué la Soninké OF et avec Soninké département une à aller dans son village rapport à Menyang et il a trouvé pirogue Chana. Soumaré. C'est
du 50. Alpha a un moment, c'est dans ce cas-là, le général qui général dans 90 et en a fait le général colonel Sékou Traoré. Donc ça c'était en 2000 avant qu'ATT vienne au pouvoir. Mais ATT a fait ça à l'occasion du cinquantenaire. Ok. Dans le commun de mortels, le général Soumaré, tel que décrit et connu, est considéré comme un Sénégalais qui, avec l'éclatement de la fédération du Mali, a suivi Modibo Keïta. Exactement. Il est né en territoire sénégalais. Exact. Et aujourd'hui, vous venez nous dire qu'il n'a jamais été sénégalais, il n'est pas sénégalais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça? Voilà. Chana, pour même conforter votre question, sa dépouille quand même a été rapatriée au Sénégal après sa mort, à Saint-Louis, bien entendu. Alors, on va commencer, on va commencer par ça. En réalité, le général Soumaré, comme je vous ai dit, le 4 avril 1792, les 4 communes, on devient français. Le grand-père du général, qui est Sali Soumaré, faisait du commerce avec la ville de Saint-Louis. Sali quitte Ségala, va à Saint-Louis, épouse une gourmette. Ségala, c'est un territoire malien. Malien, Ségala Ambidédi, c'est à 40 km de Caille. J'y vais bon. Ça, c'est là où il y a les Soumaré. Donc, il a quitté là et il allait faire du commerce parce que c'était le commerce de gomme. Malheureusement, ce commerce-là, je le dis un peu dans le livre. C'est de votre grand-père, hein? Ça, c'est mon arrière-grand-père. D'accord. Arrière-grand-père. Parce que Sali Soumaré, mon grand-père, c'est Aboubakar Soumaré. Sali Soumaré, c'est lui qui est venu s'installer à Saint-Louis pour des raisons de commerce. Alors, maintenant, comme vous savez, il y a marié à une Sénégalaise. À une gourmette. Il n'y a pas de Sénégal. Le Sénégal, oui, gourmette, ça veut dire les métis, là. Les métis. Sénégal, il y a Sénégal le 5 septembre 1960. Là, tu parles de Sénégal. Il y a Mali. Il y a 22 septembre. Voilà. Avant l'indépendance, on s'appelait Soudanais. Voilà. Et les Sénégalais, avant le 5 avril 60, ils s'appelaient quoi? Ils s'appelaient Sénégalais. Donc, il y a Sénégal avant le 5 septembre. Non, oui, mais non. C'est-à-dire que la colonie. La communauté française. Quoi. Voilà. Il y a la colonie du Sénégal. Il y a on aurait pu dire la colonie du Mali, mais on a dit que c'est la colonie du Soudan. Il y a la colonie du Haute-Volta. Il y a la colonie. Et la communauté française. Ça, c'est la communauté française. Et c'est très important de comprendre qu'en 1958, il y a eu ce qu'on appelle le référendum de 1958 de De Gaulle, qui permettait aux États de l'Afrique occidentale française, créés le 13 juin 1895, de choisir entre être dans la communauté française ou ne pas être dans la communauté. C'est là où Sékou Touré a dit non. Excellent. Sékou a dit non. Oui. Les élus sénégalais ont dit oui. Les élus du Soudan ont dit oui. Phili Dabo a dit non, avec Amadou Ndiko, ça c'est très important. Donc tous ces États-là, sur ces États de l'Afrique occidentale, il y a juste la Guinée qui a dit non. Donc, à partir de là, on a créé ce qu'on appelle la République du Sénégal, qui est créée le 29 novembre 1960. Et on crée la République du Soudan, qui est créée le 28 novembre 1960. Tous des territoires. C'est 1958, tous en 1958. Donc, 28 novembre 1958, 29 novembre 1958, territoire du Sénégal. Il devient République. Territoire Soudan. Du Soudan. Le drapeau du Soudan, c'était bleu, blanc, rouge avec l'insigne d'Ogon au milieu. C'est très important que vous sachiez, qu'on sache. Il faut savoir qu'avant la Fédération du Mali, le Mali rentre en tant que République soudanaise pour s'allier avec le Sénégal, République du Sénégal, pour créer la Fédération du Mali. Voilà. Donc ces deux entités étant membres de la communauté. Est-ce que vous pouvez nous dire comment le mot Mali est venu? Le mot Mali, on dit que c'est un Senghor, mais selon moi, vous connaissez Kizerbo, Joseph Kizerbo. L'historien.
Kizerbo. Burkinabé. Oui, burkinabé historien. Exactement. Alors, en janvier, il y a l'histoire du Prat. Lui, en 1958, il crée ce qu'on appelle le mouvement pour la libération de l'Afrique noire. Un mouvement politique. Il est voltaïque. Haute Volta. Voilà, Haute Volta. Et il rêve d'une fédération. Il ne veut pas qu'il y ait l'éclatement de la fédération de l'AOF. Il est contre la balkanisation, comme Modibo, comme Senghor. Et il dit que je rêve d'une fédération qui va s'appeler Fédération du Mali. C'est Zerbo qui a dit ça. C'est Zerbo. Alors, Senghor, lors de la création maintenant de la Fédération du Mali, le 17 janvier 1959, la première constitution qui se tient à Dakar, Senghor propose de prendre le nom Mali. Oui. Qu'on appelle ça Fédération du Mali, parce que Fédération du Ghana, on ne pouvait pas. En 1958, le Ghana a pris son indépendance. Donc, ils ont pris le nom Ghana. Donc, voilà, en présent, pour lever l'équivoque à ce rôle. Chana, nous avons posé une question. On était en train de parler du général Soumaré. Oui, allez-y. Tout ça, là, c'est... Oui, alors on était en train de parler de pourquoi on parle plus du général Soumaré lorsqu'on évoque le Sénégal, par exemple. Voilà, alors c'est ça. Saint-Louis. Voilà, alors, et comme il est né à Saint-Louis, oui, automatiquement, il est né français. Et comment il rentre dans l'armée? C'est à cause de Blaise Diagne. 1916, le 24 septembre 1916, Blaise Diagne, premier député noir depuis 1914. En politique sénégalais. En politique sénégalais, originaire de Gorée, des 4 communes. C'est pour ça qu'il est député. Il serait né à Thiès, il ne serait pas député. Il serait né à Bamako, il ne serait pas député. Dans cette période-là, il fallait être des... Alors, citoyen. Il est citoyen français. Alors, c'est lui maintenant qui crée en 1916 une loi qui permet aux originaires africains des 4 communes de pouvoir s'engager dans l'armée française. Sinon, de 92 jusqu'en 1916, aucun natif africain des 4 communes ne pouvait s'engager dans l'armée. Alors, donc, il est rentré dans l'armée comme ça. Mais, encore une fois, il faut bien comprendre que c'est ça l'équivoque par rapport au général Soumaré, encore qu'on est fier d'être sénégalais, burkinabé. Moi, je peux même réclamer de la Guinée, hein, parce que j'ai de la famille là-bas. Bon, mais on peut se réclamer de la... Surtout que la charte de l'AOF du 18 octobre 1904 réduisait ça. C'est ça qui va donner la création du RDA en 1946. Bon, donc il y a ça. Alors, c'est ça qui fait que beaucoup de gens ont considéré qu'il était sénégalais, alors qu'il n'a pas eu le temps d'avoir sa carte d'identité sénégalaise. Pourquoi a-t-il été enterré là-bas? Pourquoi pas au Mali? Alors, ça, c'est une histoire. Bon, dedans, j'ai écrit des circonstances. Vous savez, voilà. Bon, c'est... Si vous voulez un peu... Oui, mais vous pouvez nous rappeler les points saillants. Puisque c'est contenu dans le livre. Oui, c'est contenu dans le livre. Oui. Mais... autrement, s'il vous plaît. J'imagine que c'est parce que toute sa famille était là-bas. Voilà. Bon, il y a ça. Encore que Modibo était au pouvoir. Modibo n'était pas à Bamako à l'époque. Il était à l'étranger. Il était en Chine. J'ai dit, il était au pouvoir. Oui, il était en Chine. Oui. Et il fallait, et effectivement, lorsque le corps a quitté Paris, c'est venu directement à Bamako. C'est pas allé directement au Sénégal. Alors maintenant, arrivé à Bamako, parce que de toute façon, est-ce que c'était sa volonté avant sa mort? Non, bon, j'ai pas eu de papier. Mais c'est vous, la famille, qui avez souhaité cela? Bon, peut-être la famille a peut-être souhaité, mais il y a une chose que je voudrais vous dire, c'est que Hussein Keïta, qui est le premier directeur du protocole de la République du Mali, qu'on ne célèbre pas beaucoup, Hussein Keïta, a téléphoné donc à la famille de Chine pour dire qu'il y aurait l'organisation d'une funérailles nationales. Parce que Modibo a toujours regretté le fait de n'avoir pas organisé des funérailles nationales le 11 mai 1956. Vous savez, l'occasion de la mort de Mamadou Konaté. Donc, on est en période coloniale. C'était compliqué. Il était plus en France qu'au Soudan. Donc, je crois que c'était l'occasion. Alors, c'est comme ça. Encore qu'il n'y avait pas la nation en 58. Voilà, c'est ça. Alors, donc, comme tout le monde est donc venu à Bamako, mais des circonstances plus ont fait que ça n'a pas pu
se faire. D'accord. Et vous savez, les Africains sont... Nous, on est un peu gourous du cœur. D'accord. Bon. D'accord, Donc, c'est le réflexe du diplomate. Allez-y, Keita, oui. Effectivement, vous présentez votre père, et c'est d'ailleurs la réalité, comme le précurseur de l'armée malienne. Un des qui a pères... construit, le père fondateur pratiquement de l'armée malienne. Un des pères fondateurs. Avec toute une doctrine, puisque vous insistez beaucoup sur sa doctrine. C'est-à-dire l'idée du soldat guerrier qui fait place à l'idée du soldat citoyen, et de l'officier aventurier à l'officier administrateur. Ouais. Vous parlez également du concept de nouveau soldat malien qui exclut la répression. Et pourtant, cela a fait naître des enfants à qui on attribue vraiment des épisodes répressifs, tels qu'un certain Dibisila qui a conduit, qui est taxé d'avoir conduit quand même la répression des Touaregs en 1963. Qu'est-ce que la doctrine de votre père finalement servi. Voilà. Alors c'est une bonne question. D'abord, même pour remettre tout ça en perspective, vous savez, il a créé un comité de réflexion doctrinale avec Déby Silas Diarra et Pléa, et le docteur Pléa. Et ce sont ces réflexions-là, d'ailleurs, qu'on a amenées et qui ont été exploitées par Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Kwame Gwabi, le Congo, là, et Kérékou. Mathieu Kérékou, ça a été exploité. Et surtout par Thomas Sankara. Alors, lorsque je vois les jeunes Maliens célébrer Thomas Sankara, sans célébrer même les officiers qui ont pensé ce genre de choses, peut-être l'histoire n'est pas sûre. Oui, elle n'est pas sûre. Alors, même une fois, j'étais dans une conférence avec des militaires et qui parlaient de Thomas Sankara. Bon. Alors, ce que vous dites, j'avoue ici, au micro, que le général Soumaré avait beaucoup de considération pour Déby Silas Diarra. Bon, c'est un greffier de formation et il a voulu qu'il soit avec lui à l'état-major. D'ailleurs, c'est de l'état-major qu'il va quitter pour être pour être commandant de cercle de Kidal, en même temps chef des opérations militaires. Il avait deux casquettes. Il dépendait à la fois du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Défense et de la présidence, parce qu'il rendait compte. Alors, on a parlé effectivement de répression, qu'il a passé son temps à tuer, à faire... bon. Ça, c'est documenté. Bon, c'est Pierre Boileau, que j'ai eu le plaisir de rencontrer chez ma grande sœur, puisqu'ils ont fait tous les deux l'école normale de Saint-Cloud, hein, l'école à Paris. Je l'ai rencontré et c'est lui qui a mis ça en exergue, en sortant des recherches qu'il a fait un peu partout. Mais il faut savoir que c'était une période assez sensible. Je ne fais pas de diplomatie en vous le disant, vous le comprenez, vous m'avez l'air d'être des gens qui comprennent la situation. Il y avait l'OAS, c'était une période assez compliquée. On ressortait de l'OCRS du 10 juin 1957 avec Max Lejeune. On ressortait également de cette loi cadre qui était un peu bancale du 23 juin 1956, où on ne savait pas exactement de quoi allaient retourner nos pays. C'est d'autant plus vrai que je suis très amusé et très triste de voir la problématique que nous avons avec la frontière avec la Mauritanie. Hein? Et si jamais on devait d'ailleurs s'amuser à faire ça, on aurait des problèmes avec les 6 autres pays qui nous entourent. Donc, pour revenir au capitaine, c'est vrai qu'il a fallu faire une lutte, hein, parce que vous avez Zaidi Ag Intala. Atayer était avec nous, je crois. Atayer hein, c'était avec le Mali. Il était avec le Mali, c'est son frère qui était. Alors donc il faut se remettre à l'époque. Et moi j'ai pas voulu, j'ai beaucoup. Voilà. Deux frères. Voilà. Alors le Intala Aga Atayer, bon, lui c'est lui qui était un peu radical. Non, c'est l'autre qui était copain. Atayer
Intala, je crois, quelque chose comme ça. Bon, bref, l'un était avec le Mali, Le frère dont l'un était beaucoup plus coopératif avec le Mali et l'autre était véritablement radical avec l'OAS, parce que c'est l'OAS. Il ne faut jamais oublier que toute la zone, même si le truc de battre le jeune est tombé à l'eau, il y avait toujours l'ambition du Sahara, là. Hein, avec les essais nucléaires qu'il y a eu de l'armée française le 13 février 1960. On va donner la chance à Chana aussi. Alors, juste pour finir, oui. Ce qu'on retient aussi de lui, c'est vrai, il y a eu cette période assez difficile, on retient aussi de lui le constructeur, parce qu'il a quand même amené des gens à l'école, il a construit il a recruté, il a fait beaucoup d'animation. Hein, bon, ça aussi, l'armée au départ ne faisait que 1000 et quelques, 1200 et voilà, et non, je parle même du capitaine Dibichelas, hein, dans le nord, il a fait, à Kidal, des enfants ont été à l'école, etc. Il était citoyen. Bon, il y avait ce côté-là, et puis il y a son discours du 22 septembre. Bon, en tous les cas, l'histoire... C'était un homme à double visage. Allez-y. Voilà, un homme à double visage, comme nous tous. Excellence. Tout à l'heure, vous n'avez pas pu expliquer de façon claire et nette pourquoi le général Soumaré, votre père, a été rapatrié au Sénégal. Maintenant que vous-même vous dites que vous n'êtes que malien et que le général lui-même est malien, avec aujourd'hui la montée en puissance de l'armée, on magnifie notre armée. Pourquoi la famille ne demande pas le rapatriement du corps au Mali et pour magnifier les actions du général Soumaré? Vous savez, lorsqu'il a été question de faire la statue, la problématique s'est posée. C'est comme la problématique pour Modibo Keïta, faire amener le corps au mémorial Modibo. Nous aussi, cette problème, d'ailleurs, c'est moi-même qui étais allé discuter avec maman, mais maman, nous sommes de tradition tijane. De tradition tijane. Des musulmans. Bon, dans cette famille-là, on ne touche plus au corps. Et on dit que... On a vu un frère de l'Hajj Omar qui a été rapatrié à Ségou. Oui, mais... Oui. En 1995, le 6 avril 1995, vous parlez d'Abdoulaye Stal, le premier Saint-Syrien, qui est mort en 1898 en retour de Ségou. L'a-t-on empoisonné ou pas? Ça, j'écris ça, ce sont les mystères de la colonisation. Mais nous, on ne voulait pas, parce que la terre, on l'a enterrée à Saint-Louis, qui est une terre musulmane, chez les Tijanes, c'est une terre musulmane. Et il y a le Khadria Tijane qui est à Saint-Louis. Et moi-même, je suis un tout petit adepte de la Khadria. Et pour moi, Khadria ou Tijania? Tijania. Vous savez, non. Les Khadria à part, lui par exemple, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit pas Khadria. Je suis Tijane. C'est Tijane, c'est bizarre. D'accord, on va... Bon, donc pour nous, c'est le destin. Oui. Si tu es enterré là, c'est le destin. Si tu es né là, c'est le destin. Si tu te maries là, c'est le destin. D'accord. Mais c'est un problème qui a été posé. Et on ne sait jamais, demain, ça peut revenir. Abdraman, pour votre dernière question, allez-y. Oui, c'est votre dernière question. Ça file vite, hein? Oui. Bon, je reviens toujours à la... Non, puisqu'on perd toujours... Allez-y, Keita, pour ne pas aussi perdre encore du temps. Parlons toujours de la doctrine de votre père. Il a eu aussi des propos prémonitoires de ce que nous vivons aujourd'hui dans la plupart des armées de notre sous-région, et particulièrement au Mali. Et vous l'avez cité en disant qu'il avait prévenu Modibo de ce que l'armée sans formation politique est un c'est des mercenaires en puissance ou en putschiste. C'est que Sangara a repris. Oui, allez-y. Ça, il a dit le dit en plus. Voilà. Alors, selon vous, quand est-ce qu'il y a eu la rupture avec la doctrine de votre père pour que nous connaissions vraiment cette succession de pushs que nous vivons depuis quelque temps? À commencer par celui de 68, de Moussa Traoré, dont vous tirez par exemple quelques conseils, tels que vous dites,
Et on aimerait bien que vous nous parliez également un peu, au passage, de Moussa Traoré et de ce que vous pensez de lui en tant que vraiment l'un des acteurs de cette rupture-là, le premier acteur de cette rupture, qui est par ailleurs, dont le nom aussi a été porte, dont promotion une porte le promotion nom. de l'IMA porte également le nom comme votre père d'ailleurs. Est-ce que vous pensez qu'il mérite, les gens qui ont rompu avec la doctrine de l'armée, méritent d'être... Bon, c'est une question où il Voilà, allez-y. Bon. Ouais, le temps. Ouais. Abdourahmane, temps, oui, il va faut répondre. vraiment synthétiser. Déjà qu'il a compris la question. Ouais, il a Voilà. compris. Il a profité pour poser toutes les questions. Voilà. Allez-y. Ce qu'il dit là est important parce que, effectivement, ce que vous venez de dire, le général le dit le 10 septembre 1962 au congrès de l'USRDA. Le dernier congrès ordinaire de l'USRDA. Il n'y en aura plus après. Alors, effectivement. Alors, vous savez, il restait quand même un officier de la coloniale. Soumaré, Sékou Traoré, Pinana, c'était des officiers de la coloniale. Et eux, la conception qu'ils avaient, c'est peut-être une conception un peu plus résolument informée. Il fallait que le soldat, surtout papa, puisse faire des grandes académies, maîtriser un peu les grandes théories et se mettre à équidistance avec la politique. Parce que lorsqu'il était question de créer des comités de défense de la révolution au sein des camps militaires, il n'était pas très chaud. Hein. Il avait toujours une conception militaire assez rigide, même s'il suivait un peu l'évolution du temps. Et ça, c'est important. Maintenant, concernant le général Moussa Traoré. Alors, Moussa Traoré, il y a le coup du 19 novembre 1968, mais si vous savez, hein, le coup aurait pu être vers le 20 janvier 1969. Hein. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais bon, il a fait le 19 novembre 1968. D'abord, il y avait la hiérarchie du commandement. La première fois où il y a une perturbation dans la hiérarchie du commandement, c'est 1968. Parce qu'à partir de mai 1969, il met tous les officiers supérieurs qui avaient beaucoup d'expérience à la retraite. Et sans compter le colonel Sékou Traoré, qui est arrêté dans des conditions atroces. Un brillant officier, il a été notre chef d'état-major hein, de cette armée-là. Donc, il y a eu ça. Alors, était-il Moussa Traoré, puisqu'il formait un peu la milice au sein de l'USRDA, il avait des contacts avec Modibo Keïta, hein, tous les dimanches. S'il y a quelqu'un qui était proche de Modibo, c'est bien Moussa Traoré. Alors, était-il... Ah bon? Ah oui, ça je vous l'apprends. Alors, était-il informé de certaines contradictions à l'interne au sein de l'USRDA? Avec l'opinion. C'était visible quand même avec les CDR. Tout ça. Était-il aussi... ça, c'est des interrogations qu'on peut se faire. Mais fallait-il mettre en parenthèse une expérience modibis qui, de manière ou d'une autre, faisait son chemin? Mais ça, c'est des questionnements que des chercheurs... J'invite les chercheurs maliens à faire des recherches, à travailler des sujets et de sortir un peu du commentaire léger et puis de parti pris. Allez-y, Chana. Surtout. Allez-y. Oui, Excellence, vous êtes un diplomate. Aujourd'hui, sur le plan diplomatique, selon beaucoup d'observateurs, le Mali a d'énormes difficultés parce que a des rapports difficiles avec les voisins, avec l'Europe, avec certaines institutions internationales. Est-ce que vous, en tant que diplomate, vous comprenez cette ligne diplomatique de notre pays? Bon. Alors, d'abord, il faut bien savoir que la diplomatie, c'est le chef de l'État. Ce n'est pas le ministre des Affaires étrangères. Il peut influer. D'ailleurs, il est là pour influer. Moi, je pense, à mon humble avis, et avec le peu d'expérience que j'ai eu à Koulouba, que la ligne tracée par le discours du président Modibo Keïta la veille du 20 mai 1963, qui est la création de l'OUA, donc le 22 mai 1963, bon voisinage, non-alignement, non-engagement, lorsqu'on parle du sud intégral ou je ne sais quoi, non-engagement,
rapport, on dit souvent défendre des intérêts, etc. Mais les intérêts, de toute façon, c'est du pléonasme. Tous les États défendent leurs intérêts. Je crois qu'il faut revenir à ça. Et il ne faut pas tomber dans la spirale de la diplomatie revendicative. C'est-à-dire que faire une diplomatie par rapport à peut-être des objectifs internes qu'on peut ne pas avoir pu atteindre pour X ou Y raison. Mais la diplomatie d'un pays s'accorde avec les réalités, les données du moment de ce pays-là. Alors, je vois la nécessité probablement d'une ouverture vers des pays avec qui nous avons eu l'habitude d'avoir des relations. La nécessité d'une ouverture. En tous les cas, je vois la nécessité, ça appartient au chef de l'État et au ministre des Affaires étrangères, mais je crois qu'il faut y aller. Il ne faut pas s'enfermer. Et je crois qu'il y a une dynamique qui commence à naître vers On peut reprendre avec Paris. En diplomatie, j'ai appris une chose, on ne dit jamais, jamais. Moi, je vous dis aujourd'hui, demain matin, je ne serais pas étonné que le Mali renoue avec la France. C'est malheureusement aussi tout, hein, c'est ce qui met un terme. Je ne serais pas étonné. Et on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Mais c'est bien qu'on ait des relations avec l'Union soviétique, avec la Russie, avec d'autres pays. Mais il faut aussi avoir des relations avec les autres pays. Et surtout les pays du voisinage. Excellence. Voilà. En attendant, nous allons aussi mettre un terme de débat pour le compte de cette audience. À présent, le jury va se retirer pour procéder à la délibération. Abdraman, nous sommes dans les secrets de la délibération. Bon, je ne suis pas vraiment surpris d'entendre les explications de notre invité avec la même facilité, avec la même simplicité qui caractérise son style d'écriture dans le livre, qui par ailleurs, si je dois critiquer un peu ce livre-là, dire que vraiment j'ai rencontré beaucoup d'élan subjectifs. Et on ne peut pas s'attendre à plus de cela quand ça vient d'un membre de la famille. Voilà. C'est qu'en réalité, ça ne peut que donner ça. Parce que j'ai parcouru partout pour voir au moins quelque part si on parle un peu d'un petit défaut du général Soumaré, je n'en ai pas vu. J'ai vu l'homme parfait. Donc quand ça vient du fils qui veut ressembler à son père, hein, physiquement comme ça lui a été rappelé lors du lancement du livre. Hein? Oui. Ce n'est pas étonnant. Bon, ceci dit, je trouve aussi que son livre est très instructif. Et ça nous plonge, comme il l'a dit, dans différents épisodes de l'histoire. Nous découvrons vraiment ceux qui ont réellement marqué le parcours de la colonisation jusqu'au départ du Mali naissant. Donc vraiment c'est un livre très... Même s'il y a deux autres défauts là-dedans, par exemple... Nous sommes vraiment malheureusement pris. Quand vous citez les 52 premiers officiers, il y a des noms qui manquent. 53 effectivement. On en parlera peut-être plus tard. Donc, non. Il fallait être exhaustif. Non, ils sont 52. Attends, il nous reste qu'une minute avant de clore l'émission. Somme toute, je pense que vraiment nous avons rencontré, nous avons eu un débat vraiment utile. Il s'est illustré avec beaucoup d'utilité et cela mérite, cher, que la récompense que vous savez. De le libérer de tous les liens. Chana, vous avez 30 secondes pour résumer votre réquisitoire. Merci, Monsieur le Président. Je recuse les 30 secondes parce que dès l'entame de l'émission, je disais que je le connaissais Toubab. Et je retrouvais ce Toubab avec son éloquence, avec les explications claires, précises. Mais pour respecter la parole du Président, libérez-le. Merci. C'est donc au bénéfice de ces deux réquisitoires largement, sinon favorables à l'accusé du jour. Il me plaît de le libérer purement et simplement des liens de l'accusation. Par conséquent, son Excellence Ibrahima Soumaré est
acquitté, il peut aller regagner ses pères diplomates. Hein. Ouais, à la retraite. Soumaré, Il est à retraite. ah bon, déjà. Hein. Ah ben oui, il a pas l'air. Hein, mais... Parlant du général Soumaré, il parle de bonhomme. Hein. Ouais, Il de bonhomme. Votre dernier mot. Ah, mais je suis très, très content. Et puis, je m'attendais effectivement à des questions. Parce que le tout, ce n'est pas de dire, c'est de pouvoir faire dire. Alors, moi, mon objectif, c'est qu'on puisse me faire parler. Tu vois, et ça, j'ai eu du plaisir à le faire. Et je vous félicite parce que depuis la Turquie, partout, là, moi, je passais mon temps. Je rate jamais cette émission. Hein, je le rate jamais. Hein, et on apprend beaucoup. Et je trouve que les deux jurés oui. ont été très gentils avec moi. Ouais, ils ont vraiment, à la limite, ils ont eu pitié de moi. Beaucoup de compassion. Complaisant. Vous avez été complaisant. Ouais, tel que je les connais. Complaisance ou pas, en tout cas, nous sommes obligés de rendre l'antenne. Notre invité du jour était son Excellence Ibrahim Soumaré, diplomate de carrière, ancien conseiller diplomatique de 3 présidents de la République. Il est auteur de ce nouveau livre intitulé Général Abdoulaye Soumaré, pan de vie d'un homme d'honneur. Où peut-on se procurer ce livre? Alors, j'ai 2 numéros de téléphone. Oui, voilà. Qui va certainement s'afficher. Hein? Voilà. Alors, oui. Voilà. Et voilà. Donc, il y a 2 numéros de téléphone. Oui. Bon, il suffit d'appeler et puis hop, le livreur se fera le plaisir de livrer. Hein? Donc, le livre coûte 5 000 francs. Et plus la livraison, 1 000 francs. Okay. Sinon, il y a la boutique où ça se vend, chez Soumaré Service, chez ma fille, au quartier Mali. D'accord. Voilà. En tout cas, merci d'être venu. C'est moi. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Grand Jury qui recevait donc, comme je l'avais dit, hein, comme invité, son Excellence Ibrahim.